Bonjour à vous mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. On va aujourd'hui débriefer le match entre le Stade de Reims et l'OL, comptant pour la 10e journée de Première Ligue Arkema, notre bon vieux championnat de France, où l'OL maintient un rythme effréné en tête donc du classement. Avec un Stade de Reims aussi qui a des enjeux importants au travers de ce match, malgré tout. On verra ça dans les enjeux un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est une affiche qui a toujours été spectaculaire, une rencontre avec généralement beaucoup de buts. Qui se souvient encore une fois du 8-3, donc 8 buts à 3 pour l'OL à Reims, donc au stade Auguste Delaune. Avec à l'époque notamment Dumornay et Feller, donc Naomi Feller, les deux attaquantes donc rémoises qui avaient mis au supplice Wendy Renard lors de ce match, mais il y a eu d'autres matchs avec beaucoup de buts. Il y a toujours eu beaucoup de buts. Est-ce qu'encore aujourd'hui, pour cette rencontre, on va avoir droit à du foot champagne? Ça tomberait bien puisqu'on parle de Reims, avouez-le. On va voir tout ça donc dans cette vidéo. Voilà, c'est parti. On va maintenant aborder les schémas tactiques. Vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, les schémas tactiques c'est très important. Ça permet de dessiner un petit peu la vision qu'a un entraîneur sur un match donné, ses velléités, ses intentions sur un match. Mathieu Ruffier, en l'occurrence l'entraîneur donc de Reims, a mis lui en place un 5-4-1, donc une ligne défensive de 5 joueuses, avec un milieu de terrain très fourni de 4 joueuses, et puis une attaquante en pointe qui se balade devant et qui fait un petit peu l'essuie-glace. Bon, les intentions sont claires, c'est bien sûr de permettre à son équipe de bien défendre face à l'armada lyonnaise, de ne pas prendre de but, à tout le moins de ne pas prendre une pluie de buts. Parce qu'il faut garder à l'esprit que Reims joue cette année le maintien, on en parlera un peu plus dans les enjeux, et donc le goal average peut s'avérer crucial au moment de décider de la descente ou du maintien d'une équipe. Dans ce milieu, il faut aussi ajouter donc cette charnière Daphné Corboz, donc l'américano-française, et Ndok, la puissante sénégalaise, donc en milieu de terrain. Donc ça c'est important. En face, vous avez John Montemurro donc, qui a mis lui en place un 4-3-3 classique pour Lyon. C'est le schéma tactique qui a été le plus utilisé depuis le début de saison. Donc avec une ligne de 4 défenseurs. On peut souligner le fait que Alice Sombat surfe toujours sur la vague de sa première titularisation en équipe de France. Et donc là, elle joue un peu plus dans cette équipe lyonnaise et profite de l'absence notamment de Wendy Renard qui a été laissée au repos. Donc Alice Sombat, Vanessa Gilles en charnière défensive, avec côté gauche Sophie Sfava, toujours aussi remuante, on va dire, sur son côté gauche, et puis Sofia Huerta plutôt, l'américaine, donc qui apporte toute sa science, de sa connaissance de ce poste d'arrière latéral, parce qu'elle joue aussi souvent arrière latéral gauche. Là elle était à droite, et puis apporte son abattage, son physique, tellement précieux pour cette équipe de Lyon. Sa versatilité aussi, puisqu'elle joue à plusieurs postes, donc ça aussi c'est très précieux pour Joe Montemurro. On avait un milieu de terrain de très haut niveau avec l'américaine Lindsay Horan, Dabritz en numéro 6, donc à la pointe du triangle inversé, devant la défense, un peu comme un quarterback, donc qui distribue le jeu, même si dans ce registre-là, c'est plutôt Marot qui a la main, plutôt qui met le pied sur le ballon, et qui joue le rôle de distributrice. On connaît la qualité de ses passes, la qualité technique de l'allemande, Jennifer Morrison, donc qui complète ce milieu de terrain de très très haut niveau. Et puis une ligne offensive 3 étoiles pour l'OL, avec côté gauche, on avait donc côté gauche Chawinga,
la Malawite. À la pointe de l'attaque, nous avions donc... j'ai perdu son nom, excusez-moi. À droite, on avait en faux pied, donc Majri, la gauchère, donc qui était à droite. Et en pointe, on avait... Attendez, je vais regarder, je reviens. Oui, ça y est, après vérification, c'est Melchi du Mornay. Comment j'ai pu l'oublier? L'ancienne Rémoise. Donc, il vient compléter cette ligne offensive de 3 joueuses lyonnaises. Voilà pour les schémas tactiques. Bon, maintenant, les enjeux. On peut résumer ça comme ça. Reims joue le maintien et Lyon joue la tête du classement. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on peut dire par rapport à Reims, quand même, c'est que ils ont eu un départ calamiteux, même catastrophique, mais il faut remarquer quand même qu'il y a eu 13 départs cet été du côté du club champenois, avec le départ aussi de l'emblématique, charismatique entraîneur-coach Amandine Miquel, qui est partie du côté de l'Angleterre, une entraîneur qui avait fait beaucoup pour qu'on puisse remarquer Reims dans le championnat de France. Sa renommée a dépassé d'ailleurs les frontières nationales et elle a attiré l'œil de beaucoup de recruteurs, notamment en Angleterre, puisque maintenant elle entraîne outre-Manche. Et donc, il a fallu que Reims se relève de ses départs, avec non seulement donc l'entraîneur qui avait beaucoup compté dans le style de jeu, dans le fait que Reims soit un club qui compte en première ligue Arkema, mais aussi avec des joueuses aussi très importantes. Quand vous avez 13 joueuses qui partent comme ça durant un été, vous ne vous en relevez pas aussi simplement que ça. Donc il y a eu un départ catastrophique, il y a eu l'arrivée bien sûr de Mathieu Ruffier, l'entraîneur sudiste, l'entraîneur marseillais qui est venu, donc après avoir entraîné Rodez notamment, et Guingamp est venu du côté de la Champagne, donc reprendre le club de Reims. Et donc après un départ chaotique, il y a eu du mieux, puisqu'aujourd'hui, au moment du coup d'envoi, le Reims est au-dessus de la ligne de flottaison, la zone de relégation, si vous préférez, et joue clairement, effectivement, le maintien avec les forces en présence. L'OL, bon, caracole en tête du classement, je l'ai dit. Pour l'OL, les enjeux sont autres, sont différents. Pour Joe Montemurro, c'est bien sûr de maintenir son équipe, ses joueuses les plus fraîches possibles, avec tous les matchs, y compris les matchs internationaux pour énormément de joueuses du club. C'est important que la rotation se fasse au sein de l'effectif, au moment de faire le 11 de départ. Donc, Joe Montemurro a instauré une rotation dans son effectif. Bon, c'est bien, hein, ça permet d'impliquer tout le monde, effectivement, mais je trouve qu'on est encore loin de ce que veut mettre en place Joe Montemurro. Du fait de cette rotation, donc le message se dilue un peu et on a du mal à mettre en place une tactique avec des joueuses habituelles qui permettent d'instaurer, d'appliquer un jeu bien léché, fait d'automatisme, puisque les joueuses changent d'un match à l'autre et c'est dur de travailler ces automatismes. Bon, après, voilà, c'est le lot des gros clubs, et les entraîneurs de ces gros clubs savent que c'est une donnée à prendre en compte. Tout se joue au moment du printemps, à partir du mois de mars, et vaut mieux avoir à ce moment-là des joueuses très fraîches, mentalement, physiquement. Donc, ce qui est important pour Lyon, si on parle concrètement, c'est donc de maintenir sa série d'invincibilité. Le club est invaincu donc depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, et de poursuivre sa série de clean sheets. Donc les clean sheets, c'est le fait de garder sa cage inviolée.
de ne pas prendre de but. On en est à 8 matchs sans prendre de but en première ligue Arkema, puisqu'en Ligue des Champions, l'OL a pris un but contre la Roma avant la trêve. Donc en première ligue Arkema, la série peut se poursuivre pour l'inviolabilité, j'y arrive, de la cage lyonnaise. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les enjeux. Donc ce match de l'OL contre Reims ressemble trait pour trait à celui qu'elles ont livré contre Le Havre et même contre Dijon, jusqu'au score. Donc 3-0 contre Reims, je vous mets le score là avec les buteuses, 3-0 contre Le Havre et 3-0 contre Dijon. Et pour avoir assisté en live au match contre Dijon, au stade Gaston Gérard, c'est vrai que là on voit bien que l'OL joue sur un rythme de sénatrice, joue par à coup, de façon disruptive, où en général c'est le calme plat, et puis d'un coup vous avez des oscillations, des accélérations, comme ça, à des moments, du match, comme pour Reims, où ça s'est fait en fin de première mi-temps, où là vous avez une accélération sur les 10 dernières minutes de l'OL, et quand c'est le cas, vous voyez que les équipes adverses ne touchent plus terre. Alors, ça veut dire quand même que déjà en première ligue Arkema, l'OL peut se permettre de jouer sur un rythme moyen qui lui permet quand même de gagner ses matchs au moins 3-0. Donc il y a une telle marge entre l'OL et le reste de la troupe en première ligue Arkema qu'elles peuvent se permettre ça. Et puis elles n'ont pas le choix, je pense. Quand vous voyez par exemple une joueuse comme Oran, qui a disparu à la demi-heure de jeu dans ce match, une joueuse comme ça est représentative de l'ensemble des joueuses de l'OL. Ce que je veux dire par là, c'est que Lindsey Horan a été sollicitée tout au long de l'année 2024, y compris au cœur de l'été, puisque sa sélection américaine était aux Jeux Olympiques, et qu'elle a gagné ces Jeux Olympiques. Donc elle a été très sollicitée, physiquement, mentalement, bien évidemment, et elle a remis le couvert très vite avec son club de l'OL pour la saison 2024-2025. Je suis même pas sûr qu'elle a eu des vacances. Elle en a eu peut-être 2 semaines de vacances entre la fin des JO et puis sa reprise avec l'OL. C'est quand même vous dire à quel point les joueuses sont sollicitées, et qu'en fin d'année, quand vous arrivez en fin d'année 2024, sur cette fin d'année civile, les joueuses, en tout cas certaines joueuses, sont essorées. Voilà, donc ceci aussi explique cela. Concernant cette faible intensité que l'OL met dans ses matchs de première ligue, sauf le match de Saint-Etienne, où là vous voyez un petit peu ce que veut faire Joe Montemurro avec cette équipe, mais en dehors de ça, c'est vraiment, encore une fois, un rythme de sénatrice. Concernant les buts, donc on a Melchi Dumornay qui marque en première mi-temps avec un beau débordement de Sophie Sfava, donc qui mange son adversaire, la pauvre Adamek, la polonaise de Reims, qui a beaucoup souffert sur son côté droit. Sophie Sfava qui déborde donc du coup sur son côté gauche, qui centre en retrait pour Lindsey Horan, qui tente une frappe qui a été détournée. Mais derrière, Melchi Dumornay, qui était bien placé, reprend victorieusement de volée donc cette frappe et inscrit donc le premier but qui assoit quand même la domination de l'OL dans ce match. Melchi Dumornay qui va doubler personnellement son score vis-à-vis de son ancienne équipe, puisqu'elle marquera aussi en fin de seconde mi-temps durant les arrêts de jeu. Et entre le premier et le troisième but, vous avez Ada Egerberg, l'éternelle Ada, la Norvégienne, donc qui marque son but en renarde des surfaces. Une joueuse qui peut faire beaucoup de bien donc à Joe Montemurro, puisqu'il est dans le schéma tactique qu'il souhaite mettre. Je pense qu'il est à la recherche d'un pivot qui a toutes les caractéristiques de Ada Egerberg, qui permettrait quand même à son équipe de jouer un peu plus haut, avec une attaquante qui jouerait ce rôle de pivot, de point d'ancrage pour l'équipe. Et Ada pourrait parfaitement remplir ce rôle.
Mais voilà, il doit faire aussi en fonction du corps d'Ada Hegerberg, qui a beaucoup trahi la joueuse ces dernières années. On le sait que trop bien. C'est une joueuse qui est restée trop longtemps sur la touche. Donc il faut ménager Ada autant que possible et qu'elle soit en pleine forme au moment de vérité au printemps prochain. Et voilà, c'est le moment de distribuer les notes aux bons élèves et aux mauvais élèves, aux joueuses en tout cas du match. On va commencer par l'OL. Je mets la note de 5 sur 10 pour Sarah Dabritz. Match insipide. Il faut qu'elle se réveille très rapidement, cette joueuse. Elle a perdu son football depuis qu'elle est à l'OL. On ne reconnaît plus la joueuse du Bayern et du PSG. Je mets la note aussi de 5 sur 10 à Marot, qui n'a pas fait un mauvais match, mais j'attends tellement plus de cette joueuse qui a de la magie dans les pieds. Je vais mettre la note de 5 sur 10 également à Oran, qui a disparu après l'heure de jeu, je l'ai expliqué, j'avais expliqué les raisons. Je vais mettre la note après de 7 sur 10 aux deux latérales, qui ont fait un superbe match, Huerta et Svava. Elles ont 3 poumons, et c'est des joueuses qui ont beaucoup apporté offensivement et qui ont fait le taf défensivement. Et enfin, je mets la note de 8 sur 10. Bravo Melchi Dumornay, bravo. Elle a fait un énorme match contre son ancienne équipe, a marqué un doublé. Voilà, et puis c'est beaucoup remué tout au long du match. Elle n'a pas toujours tout bien entrepris, mais c'est une joueuse extraordinaire. En face, je vais mettre une note globale pour l'ensemble de l'équipe de Reims, une note de 7 sur 10. L'équipe a joué avec beaucoup de cœur, je l'ai dit. C'est vrai que la qualité technique fait défaut. L'expression collective s'en ressent forcément après. On a du mal à exister offensivement, notamment. Mais c'est une équipe qui a joué avec beaucoup de cœur. Mention spéciale à Lucie Calba, que je découvrais, et qui s'est beaucoup remuée sur le fond de l'attaque. Mention aussi spéciale en milieu de terrain à Ndok, la puissante sénégalaise, qui a tenté d'exister face au milieu de terrain lyonnais, c'est pas rien. Et mention spéciale à Mathilde Cac, la défenseur rémoise, ainsi qu'à la gardienne Elisa Launay, même si elles ont pris 3 buts. Bon, c'est le tarif vis-à-vis de Lyon. Elles ont quand même superbement joué et essayé de décoper là où la défense prenait l'eau. Donc c'est très bien. Enfin, je mets la note de 3 sur 10 à la pauvre Adamek, la pauvre polonaise, qui a beaucoup souffert durant ce match. C'est vrai qu'en face, elle avait Sophie Svava, Tabitha Chawinga et Melchi Dumornay. Ça a été difficile pour elle. L'apprentissage du très haut niveau est très rude. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les notes. Enfin, je voudrais terminer quand même ce match par la petite histoire cocasse de Lamine Mana, une joueuse de l'effectif rémois, qui au moment de l'entrée donc sur le terrain, elle était remplaçante et elle devait rentrer sur le terrain, a appris que le numéro qu'elle avait sur le maillot n'était pas enregistré sur la feuille de match. Du coup, comme on n'avait pas de maillot avec le numéro requis qui avait été enregistré au préalable, avant le match, et ce numéro c'était le 12, elle avait le numéro 17. Donc ce qu'on a fait, en tout cas ce que la maintenance a fait, ou le staff de Reims a fait, c'est de prendre des bouts de scotch et de transformer un 7 en 2. Donc elle a joué ainsi, elle est rentrée donc avec ce maillot rafistolé, retartouffe comme on disait à Lyon à l'époque, et donc elle a joué avec un maillot dont le numéro avait été trafiqué avec des bouts de scotch. Ça montre quand même un certain amateurisme concernant les sections féminines, ou en tout cas une forme de désinvolture, on va dire les choses comme ça, concernant les clubs de foot vis-à-vis de leur section féminine. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un petit détail, ça peut arriver. Oui, sauf que quand je regarde chez les hommes, je n'ai jamais eu,
Et j'ai pas cherché plus que ça, hein. Mais j'ai jamais entendu, en tout cas, une histoire aussi cocasse concernant un joueur de foot côté masculin. Je me rappelle de l'histoire avec Aurier qui avait oublié une paire de chaussettes, des choses comme ça. Mais qu'on se trompe sur le numéro d'un maillot au moment de l'enregistrement des numéros sur la feuille de match, j'avais jamais entendu ça. Et qu'on transforme un numéro par un autre avec des bouts de scotch pour jouer un match de tout premier plan, de haut niveau, puisque c'est la première ligue Arkema, c'est quand même extraordinaire, je trouve. Et j'espère que cette... je dis encore une fois, j'utilise un mot soft, hein, désinvolture, pour ne pas dire autre chose. J'espère que, en fait, c'est simplement mes propres impressions et que ça ne traduit pas une certaine réalité dans ce monde de foot où les clubs de football, qui sont essentiellement portés sur la section masculine, se désintéressent de façon manifeste de leur section féminine. De toute façon, je vous dis ça, mais je vais bientôt poster une vidéo qui va parler encore une fois de tous les obstacles qui sont encore sur le chemin de la reconnaissance du foot pratiqué par les femmes, par les différentes instances, par les différents acteurs, par le public, même par vous, par moi. Je ferai une vidéo qui parlera de ça, parce que je crois qu'on est encore loin du compte. Alors, les femmes, quand on sait d'où elles viennent, ont fait un énorme chemin concernant cette reconnaissance, encore une fois, mais que la route reste encore longue pour qu'elle soit légale de ce qui se passe chez les hommes. A très bientôt les amis, merci 1000 fois à mes abonnés. Si vous passez par là, vous êtes intéressé par le foot féminin, abonnez-vous, et je vous dis, bonne continuation. Va va voum!